Mais merci à vous à la maison, dans la voiture, dans l'ascenseur, ou peu importe où est-ce que tu entends ce podcast ou cette vidéo, si tu l'écoutes juste audio ou t'aimes ça, les images, merci d'être là où tu es. Et merci au Carrefour Jeunesse Emploi de Drummondville de nous prêter ce magnifique studio. Alors, je suis avec Gabriel Hamel, enseignant au secondaire en monde contemporain et en éducation financière. Puis on est là aujourd'hui pour faire une revue de l'année 2023. Belle revue de l'année. On dit ça chaque année, mais il me semble que c'est une année où est-ce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Là. Il s'est passé effectivement beaucoup de choses. Puis ben, c'est à ça que ça sert de faire des revues de l'année. Très culturel, les bye-bye au Québec. Fait que là, on le fait de cette façon-là avec le podcast. C'est vrai que c'est... Ouais. On voit pas ça ailleurs. Hein. Pourtant, les États-Unis, il me semble qu'il y aurait tellement un gros potentiel de faire quelque chose, puis on le voit pas tant que ça. Autre que le bye-bye au Québec, là, c'est très particulier du Québec. On commence-tu l'année fort en parlant de l'Ukraine? Bon, on peut commencer avec ça parce que ça a beau commencer l'année passée, cette fameuse guerre-là, c'est toujours d'actualité. Malheureusement, c'est moins à la mode que ce l'était l'année passée, là, dû à d'autres conflits. Mais effectivement, on va pas le nommer, mais le conflit israélo-palestinien qu'on va nommer plus tard dans le podcast, évidemment. Mais oui, la guerre en Ukraine qui a toujours lieu, puis aux dernières nouvelles, ce qu'on se rend compte, c'est que ça va être une guerre qui s'enligne pas nécessairement pour se terminer tout de suite. Ça a l'air d'une guerre dure qui va durer quelques années. Oui, effectivement. Dans les dernières informations qu'on avait, là, on a eu le président de l'Ukraine, M. Zelensky, qui s'est présenté un petit peu là, faire une campagne là, de financement de porte-à-porte aux États-Unis puis au Canada. Venir chercher un petit peu d'argent. Puis l'Ukraine, a besoin de ce support-là pour continuer, dans le fond, sa contre-attaque là, présentement. Donc, on est un peu à un point mort parce que le financement n'arrive pas nécessairement comme ils le veulent. En fait, il y a un ralentissement du financement. Oui, effectivement. Il y avait un gros boom qui était fait au début de la guerre, en 2022. Puis là, il y a quelque chose... C'est sûr que le ralentissement économique mondial n'aide pas. Il y a aussi peut-être un essoufflement de voir ce conflit-là, un désintérêt. Puis bon, la population, les populations occidentales surtout, s'intéressent moins à ça. Puis c'est plus difficile de justifier de donner des millions de dollars à cette guerre-là. Alors qu'il y a des gens qui en souffrent, là, on s'entend. Ben oui. Puis du côté de la Russie, présentement, on possède quand même une certaine partie du territoire ukrainien. On est comme au niveau du territoire avec un certain avantage. Donc, il n'y a pas d'urgence d'agir nécessairement pour continuer cette contre-attaque-là. Donc, on est dans une genre de guerre de tranchées là, présentement où est-ce que ça bouge pas nécessairement, mais il y a toujours des affrontements, même si c'est plus à la mode justement d'entendre parler cette année. Ouais, mais cette année, il est arrivé aussi quelque chose de particulier. Le groupe Wagner. Oui. Ah oui, tellement. Qui, cet été, s'est retourné contre le gouvernement russe. Incroyable. Comment ça se peut? Moi, sincèrement, quand j'ai entendu parler de ça, puis évidemment, en monde contemporain, dans mon cours, on en parle beaucoup de ça, mais on s'attendait à ce que il peut y avoir un énorme changement là, au niveau de cette guerre-là. Là. C'est quelqu'un qui se retourne contre la Russie. Finalement, ça n'a pas... peut-être les espoirs qu'on avait qu'il y ait un renversement de gouvernement en Russie se sont éteints assez rapidement, mais c'est particulier d'avoir vécu ça, même si ça a duré là, quelques temps. Là. C'est une journée à peu près. Là. Mais personne, on dit une personne qui se retourne contre le gouvernement, mais c'est quand même une armée qu'on estime entre 35 000 et 40 000 personnes. Là. C'est pas rien. Qui se retourne contre Moscou, puis le chef de Wagner demande à ce que ces hommes repartent pour Moscou pour faire la personne dans la tête de l'armée parte, en fait, du commandement. Mm-hmm. Puis jamais Wagner a mentionné Poutine comme étant le responsable de ça. Mm-hmm. C'était le chef dont le nom m'échappe, mais le chef de l'armée, parce qu'il ne donnait pas assez de munitions, parce qu'il ne donnait pas assez d'armes, on justifiait le fait on n'a pas d'armes. Les morts dans nos troupes, les troupes de Wagner, c'est une conséquence. Pas d'armes, il y a des morts. Ouais. On voulait justifier ça de cette façon-là. Avec renverser le chef militaire. Puis finalement, là, comme la fin de cette histoire-là, c'est une mort, disons, mystérieuse là, de ce chef-là. Nébuleux, un accident, dans le fond, dans les livres. Officiellement. C'est un accident. Fait qu'on peut croire que c'est ça, mais avec l'historique de ce territoire-là, on peut peut-être penser à autre chose, mais
Ouais. accident d'avion. C'est Accident d'avion, ouais. Il y a eu un crash d'avion. On Bombe survit mal à peut-être, ça. une bombe dans l'avion. C'est des théories qui pourraient se pouvoir, mais officiellement, c'est un bris mécanique. Puis l'avion... il n'y a personne dans l'avion qui a survécu. Et étrangement, tous les membres de la chefferie de Wagner étaient dans l'avion. Ouais. Dossier clos. Dossier clos, voilà. Si on sort d'ici, puis le KGB est là, on saura pourquoi. C'est parce qu'on a parlé de quelque chose qu'il ne fallait pas qu'on parle. Exact. Mais là, on peut parler de l'autre gros conflit. Ouais, ben, israélo-palestinienne, c'est quand même... le conflit que je caractérise comme étant le conflit le plus complexe là, de l'histoire moderne, là, pratiquement. Là. Est-ce qu'on peut résumer ce conflit-là en quelques minutes? La réponse, c'est non. On peut essayer de la comprendre un petit peu, puis comprendre aussi je dirais les raisons pourquoi qu'il y a des affrontements, mais par la suite, là, on s'en tient qu'à ça. Là. Donc, gros conflit qui perdure, en fait, là, mais qui a commencé, là, disons, cette année là, avec l'organisation du Hamas là, au début du mois d'octobre, là, qui se sont organisés pour commettre des attentats un petit peu partout là, dans l'État d'Israël. Très ciblé le 7 octobre. Là. Très ciblé. On visait des quartiers résidentiels, on visait des voitures. On a visé aussi... Là, un festival de musique. Ouais, ce qui a passé énormément sur les réseaux sociaux. Un festival de musique qui est quand même géographiquement assez près de la bande de Gaza. Mm-hmm. C'est pas un pays qui est très, très gros, Israël, quand même, mais c'est vraiment près de la bande de Gaza. Personne ne s'attendait à ce que ça éclate cette journée-là. Avec des prédictions, on aurait pu penser que ça aurait arrivé éventuellement, mais que ça arrive cette journée-là, personne ne l'avait prévu. Donc, du côté du gouvernement israélien, là, on a perçu ça comme une attaque là, envers le pays. Donc, la réponse a été là, immédiate là, le lendemain là, du gouvernement israélien face à l'organisation du Hamas. Là, ouais. Puis c'est un consensus. On a le gouvernement en place, mais on a aussi les partis d'opposition, puis on a comme un gros consensus. Tout le monde est d'accord avec les attaques de répliquer par la force. Mm-hmm. Éventuellement, on va voir, comme dans tous les conflits, comme c'était le cas après le 11 septembre 2001, il y avait un consensus, puis éventuellement, il va y avoir un effritement de ce consensus-là. On va trouver qu'être plus modéré, peut-être qu'on est allé trop loin, mais pour l'instant, Israël est assez mobilisé derrière l'armée du pays. Oui. Puis, tu sais, on commence à le remarquer aussi à l'international, là, au tout début, là, ce qui se passait. Puis là, je dis international, je parle principalement des pays occidentaux, mais lorsque le Hamas a fait sa première attaque, là, c'était unanime. Là, tout le monde était derrière le gouvernement israélien. Puis là, par la suite, quand on a su tout ce qui se passait, parce qu'évidemment, dans chaque guerre, les personnes qui sont les plus touchées par ces guerres-là, c'est les civils. La population, oui. Ouais. Tranquillement, pas vite, il y a une compassion qui allait vers le côté de la population, dans le fond, qui s'y retrouve là, dans la bande de Gaza. Puis même encore aujourd'hui, là, que ce soit le gouvernement canadien qui disait, qui a toujours soutenu le gouvernement israélien, et c'est évident, mais mettait un petit bémol en disant est-ce qu'on peut faire autre chose que juste bombarder les civils présentement. Donc on est là en ce moment. Là. Puis moi je trouve ça puis là on rentre dans le fait que c'est super complexe comme conflit. Si on y va avec une comparaison avec la guerre en Ukraine, il y a vraiment une espèce de consensus à savoir que tous les pays occidentaux sont derrière l'Ukraine. Ouais. Avec le conflit israélo-palestinien, on a la nuance du méchant, disons, entre guillemets, là, est moins claire. Parce que là, on se dit, là, c'est Israël qui attaque, puis en fait, c'est pas les Palestiniens les méchants, c'est le Hamas, mais ceux qui mangent la claque, c'est les Palestiniens qui représentent pas le Hamas en tant que tel. Le Hamas, c'est comme deux filières, le groupe politique et le groupe militaire. Là, mais il faut les distinguer. Ouais. C'est ça, puis le Hamas en tant que tel, cette organisation-là ou ces organisations-là sont difficiles à définir. Puis on s'entend que c'est un peu une espèce d'armée fantôme. Ils sont souvent habillés comme des civils. Comment les reconnaître? Mais on va tuer des innocents. On va parler des hôpitaux, des écoles. Parce qu'on dit qu'il va y avoir à l'intérieur de ces écoles-là des membres du Hamas. On avait des ambulances qui partaient d'hôpitaux. Puis on lançait des bombes sur ces ambulances-là. Pourquoi? C'était pas des blessés qu'il y avait à l'intérieur, c'était du monde du Hamas qui voulait s'enfuir. On n'a pas la preuve, il n'y a aucune, il n'y a rien. Concrètement, il n'y a rien qui peut appuyer ça. Là. Non, puis souvent, c'est ça. On se rend compte que le rapport de force entre le groupe militaire du Hamas puis le gouvernement israélien n'est pas du tout équitable. Là.
Donc, s'il y a un affrontement là, 1-1 dès maintenant, là, on sait déjà qui en ressortirait gagnant de tout ça. Fait qu'on a tendance en tant que citoyen de supporter ceux qui ont certains besoins. Fait qu'à ce moment-là, on voit de plus en plus, puis il y a eu des cas à Montréal là, de manifestations en soutien envers le peuple palestinien. Donc, c'est ça qui se passe présentement. Puis, on parlait du bombardement qu'il y avait là, autour des hôpitaux, sur les hôpitaux. Ben, même la bande de Gaza, dans le fond, on va dire, condamnait, dans le fond, ces attaques-là. Puis le gouvernement israélien ressortait en quelque sorte que il y avait de l'armement en dessous là, des fameux hôpitaux. Fait on utilise, dans le fond, la compassion de la population, essayer de garder ça de notre côté. Puis des fois, on utilise la population comme bouclier humain. Là. Ça a été des termes qu'on a utilisés. Fait c'est difficile de se positionner là-dessus. Vraiment. Puis je pense que puis là, en tant que personne, on n'est pas obligé nécessairement de se positionner, mais d'être au courant, dans le fond, de ce conflit-là, puis de savoir que il faudrait être capable de se trouver une solution. Ah oui. Est-ce qu'il y en a une, Félix? Ben, si on se fie historiquement, c'est un conflit qui dure depuis tellement longtemps que trouver la solution, c'est triste, mais la solution, c'est qu'il y a un groupe qui disparaisse. Ouais. C'est la seule solution qui est tragique, mais c'est la seule solution pour mettre fin au conflit rapidement. Ouais. Puis elle est très malheureuse, mais c'est la seule qui... Parce que, mettons qu'on signe une paix demain, est-ce qu'on passe toutes les blessures? Je pense pas. Là. On vient de créer une animosité envers Israël du côté de la Palestine là, qui... Ça va être difficile à Israël dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans de justifier tout ce qui a été fait. Là. Ah oui. Puis, ça peut être beaucoup plus que 20 ans. Donc, cette fameuse paix-là qu'on a réussi à tenir pendant quelques années, on recule il y a moins de 10 ans là, avant qu'il y ait eu les derniers affrontements là, justement entre ces deux groupes-là. Donc, s'il y a une paix qui se signe, on a eu les cessez-le-feu. Là, il y en a eu. Donc, les trêves qu'on faisait en échange de civils, d'otages, effectivement. Donc, on laisse des otages. On peut continuer une grève. Une trêve, excuse-moi. Puis, pour lapsus. Une grève qu'on va parler aussi. Qu'on va parler aussi. Donc, puis là, finalement, on a utilisé cette trêve-là quelques journées. Puis une fois c'est terminé, on oublie tout ça, on retourne aux armes, puis on retourne aux affrontements. Ouais, c'est fou ça. Ouais. Puis il y a une théorie d'analystes qui pense que le Hamas veut voir Israël entrer à Gaza, a voulu ça. Pourquoi? Parce que la bande de Gaza, oui, il y a la ville, mais il y a la sous-ville. Tous les tunnels en dessous de la ville. Il n'y a pas de carte de ça. Tu peux le bombarder, mais à quel point tu détruis les tunnels? Pas tant que ça. Donc, c'est juste le Hamas et la population palestinienne. Puis là, on s'entend qu'il doit y avoir des quartiers sous la ville qui sont connus seulement du Hamas aussi, on peut le croire. Donc, on s'entend que les soldats israéliens qui rentrent là-dedans, beau défi de labyrinthe avant de comprendre puis de tout cerner, de trouver. On veut piéger le Hamas, mais dans un territoire qu'on connaît absolument pas. Ça rajoute une variable importante, puis un des points positifs, disons, là, dans cette guerre-là, du côté du Hamas, c'est ça, là, c'est l'incertitude face à ces fameux tunnels-là qui a permis à la bande de Gaza là, d'être fournie de plusieurs types de ressources. Puis évidemment, il y avait des ressources militaires qui ont été remis par d'autres personnes. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont vendu ces trucs-là. Donc, les tunnels, qui est un facteur vraiment important pour assurer, disons, la pérennité du Hamas, mettons. Donc, puis leur fameuse défense. Ouais. On parlait de la grève. Oui, ben oui. Tu as mentionné le mot grève. Une grève. Au lieu de trêve. Une grève, OK. Ouais, écoute, je pense que le Québec connaît une des ses plus grosses grèves avec le Fonds commun présentement. C'est incroyable. Puis là, on parle on est enseignant aussi, donc on a un côté ici. Un petit billet, quand même. Un petit billet, mais quand même, souvent, on va parler des nouvelles grèves comme étant, là, celle-ci, elle est historique. Oh oui, oui. Mais effectivement, cette année, ces négociations-là sont effectivement historiques, puis pas parce qu'on parle seulement des enseignants. Puis je trouve que c'est un gros défi là, présentement, mais que cette fameuse grève-là, là, on a énormément de gens de corps d'emploi qui font partie de cette grève-là, donc... au-delà d'un demi-million de personnes, mais aussi des corps d'emploi comme les policiers, comme les juristes au Québec, qui sont en train de négocier présentement avec le gouvernement. On parle d'une dizaine d'associations là, qui doivent
quand même. trouver un terrain d'entente avec le gouvernement. C'est un gros casse-tête. C'est sûr que les deux gros morceaux, ça reste l'éducation et la santé, mais il y a plein d'autres corps de métier qui se rattachent autour de ça. Ouais. Donc, on va pouvoir en parler à la revue de l'année 2024. Voir comment ça se termine. Peut-être que là, on s'entend qu'on est encore au mois de décembre quand on est en train d'enregistrer ce balado-là. Peut-être que demain matin ou tantôt, ça va se régler. On dit ça, peut-être qu'on est déjà plus d'actualité d'en parler, mais pour l'instant, il n'y a pas de... Les négociations sont du moins lentes. Ils sont pas au point mort, mais ça a l'air de ne pas avancer super rapidement. Les négociations vont encore... avancent... à tous les jours. Là. On a tendance à penser qu'il y a quelques sorties à quelques journées, à quelques semaines. On voit Sonia Lebel, président du Conseil du Trésor, faire une déclaration. On voit les syndicats de l'enseignement faire des déclarations. Mais à travers tout ça, c'est des gens qui travaillent à tous les jours, semaine, fin de semaine, pour essayer de trouver un terrain d'entente qui est au-delà de seulement un pourcentage de salaire. Donc, on parle de l'ensemble des conditions de travail. On pense à absolument tout. Là. Donc, c'est du stock à parler. Il faut vraiment avoir trouvé effectivement un terrain d'entente avec toutes ces affaires-là. Ce qui n'est pas facile présentement là, avec le contexte économique qu'on vit un petit peu partout là, dans le monde, puis au Canada, au Québec. Donc, comment le gouvernement va faire ça? Est-ce que François Legault va se mêler? Parce que là, présentement, il n'est pas dans les discussions. Il n'est pas autour de la table. Il envoie ses ministres, Sonia Lebel, entre autres. Mais lui, il n'est pas encore... Il commente. L'actualité commente ce qui se passe, mais il n'est pas encore là. Il faut une stratégie là, des deux côtés, là, de la part des syndicats puis de la part du gouvernement. Il faut une stratégie quand tu rentres dans des négociations. Là. Je sais pas, ça ressemble à quoi la stratégie de la CAQ, la stratégie 4KISS derrière tout ça, parce que je trouve que François Legault, il va faire des interventions devant les médias, puis je sais pas si ça met juste le feu aux poudres... par rapport aux syndiqués qui voient ça comme des attaques. Mais en même temps, François Legault probablement que sa stratégie, c'est mettons un petit peu de bûche dans le foyer pour faire en sorte que les gens à la maison ne s'informeront pas nécessairement puis ils vont faire comme pourquoi est-ce que les infirmières chialent au fond? Pourquoi est-ce que les profs chialent au fond? C'est pas si pire que ça. Puis aussi, une stratégie d'un gouvernement qui rentre dans des négociations, c'est que plus qu'elle dure longtemps et généralement plus que l'appui de la population envers les gens qui grèvent baisse. On commence tout le temps avec un pic, puis après ça descend. Donc, la stratégie du long terme est peut-être dans les cartes du gouvernement. Ben, tu vas vraiment chercher un bon point, puis tu sais, la politique, là, c'est énormément de l'image, là, beaucoup, puis pour ceux qui sont mordus de politique, peut-être peuvent trouver ça un petit peu lourd, puis un petit peu plate comme type de discussion là, pour essayer d'avoir raison dans certains conflits. Là. Donc, dans ce cas-ci, tu as vraiment mis le doigt dessus. Là. Moi, je pense que l'opinion publique a un énorme rôle à jouer sur les négociations qui se passent. Donc, si les gens, de manière générale, supportent les gens qui font la grève, ben à ce moment-là, les syndicats ont le plus gros bout du bâton là, pour pouvoir dire, écoutez, la population de notre côté, vous devez vous plier à nos demandes et à l'inverse. Et si jamais cette stratégie-là fonctionne, là, que les négociations s'étirent, ben les gens, au final, puis tu sais déjà, c'est sûr que ça a déjà commencé chez certaines personnes, mais le fait que la grève dure plus longtemps, ça crée ça crée des problèmes au niveau du quotidien des travailleurs, que ce soit des travailleurs dans le niveau public ou dans le niveau privé. Ben, les gens vont commencer à supporter le gouvernement. Puis au final, le gouvernement de François Legault, ou comme la plupart des gouvernements au Québec et au Canada, ben, leur but, au final, c'est d'être réélu. Tu vas rester au pouvoir. Donc, si la population de notre côté, ben, du côté du gouvernement, ben, ils vont pouvoir continuer dans leur ligne de pensée, en fait. Là. Puis on s'entend que présentement, la CAQ, on n'est plus dans la lune de miel. Là. On l'a vu avec les Kings. Ouais. C'est drôle d'idée de donner de l'argent, autant d'argent à une équipe qui n'est même pas le Canadien de Montréal. Au moins, c'est de donner de l'argent... Qui n'est pas le Canadien de Montréal. Non. Puis, en fait la façon que c'est arrivé, tout ça, c'était vraiment une invitation. On lançait un appel à tous du côté des Kings de Los Angeles en disant on va devoir trouver un endroit pour faire nos matchs. Parce que leur aréna est en rénovation. Oui, exact. Donc, c'était un appel à tous. On n'a pas fait une demande là, directe au Québec en disant Centre Vidéotron, vous ne savez pas grand-chose ces temps-ci. C'est pas faux, par contre. Hein? C'est pas faux.
Mais c'est ça. Donc, le gouvernement, dans le fond, a flairé l'opportunité. Puis, évidemment, qu'il pourrait y avoir des retombées économiques face à cet investissement-là, qu'on pourrait dire, là, qui est entre 5 et 7 millions, peut-être plus, peut-être moins. Là. Mais l'idée du timing là, de cette proposition-là a un petit peu plus enflammé là, le côté syndical, le côté des travailleurs. Là. Puis, on a tendance à l'oublier aussi, mais il y avait des organismes communautaires de Québec qui demandaient certains financements. Puis là, on est à Québec, demande un financement de quelques millions de dollars pour aider là, ces organismes-là. Et au final, on dit non et on remet ça à une institution qui est les Kings de Los Angeles qui, fort probablement, a beaucoup d'argent dans leur poche présentement. Mais oui. Puis les endroits où on a besoin d'argent, les banques alimentaires, entre autres, demandaient cet argent-là. Ouais. Et puis, on s'entend que si tu donnes 5 à 7 millions aux Kings, il faut que tu trouves cet argent-là quelque part. Le gouvernement, c'est plein d'enveloppes. Chaque secteur d'une société a son enveloppe. Et on a pris le chiffre est variable, mais de 5 à 7 millions, on verra, peut-être plus, peut-être moins. Là. Mais on l'a pris dans une enveloppe. Cette enveloppe-là, c'était pour la région de Québec et c'était pour les organismes et les entreprises à but non lucratif. C'est exactement ceux qui voulaient de l'aide, les banques alimentaires, entre autres. On leur refuse la chose et l'argent va être utilisé pour une équipe de hockey américaine. On revient avec cette idée-là là, que de plus en plus c'est difficile au Québec d'avoir une certaine qualité de vie. Là. On parle beaucoup de la classe moyenne, qu'est-ce qui se passe avec cette fameuse classe-là. Donc, de dire on donne un peu moins d'argent aux personnes qui auraient certains besoins, ça rajoute des éléments à ce fameux débat-là. Ouais. Donc, je l'ai dit tantôt, mais je pense que la lune de miel avec la CAQ, elle est terminée. Là. Tu le sais autant bien que moi, Félix, là, mais au niveau des campagnes électorales ou des mandats en fait de chacun des gouvernements, pour le gouvernement Legault, on ne peut pas espérer mieux en termes de perte de lune de miel puisqu'on est à la mi-mandat présentement. Ça va encore bien. Donc, c'est le bon moment pour se planter. Donc, à suivre. On dit parfois que la population a la mémoire courte, mais on va savoir dans 2 ans qu'est-ce qu'ils vont en penser. Peut-être que le gouvernement Legault va ressortir plusieurs trucs dans les 2 prochaines années qui vont l'amener à être élu parce que ce gouvernement-là, dans les dernières années, a été un des gouvernements, disons, les plus supportés là, dans les dernières années dans l'histoire du Québec. Donc, son support, ça ne pouvait que descendre. Fallait s'y attendre que ça descende, mais ça descend vraiment beaucoup là, au profit du Parti québécois qu'on pensait décédé. Ah oui, les dernières élections, je les voyais mourir. Je les voyais alcoolisés. Puis non, présentement, ils sont premiers dans les intentions de vote. Bon, on verra aux prochaines élections à quel point ça devient des candidats qui se font élire ou pas. Puis on s'entend qu'on est encore très loin. Là, tout change très vite en politique. Oui, effectivement. Dans les autres partis du Québec, mettons qu'on parle du Parti libéral du Québec, on parle de parti qui va pas bien. Le Parti libéral du Québec, ça va pas bien. Oui. Depuis la défaite aux élections là, avec le gouvernement de Philippe Couillard, donc on date, ça fait très longtemps. Là, ça fait longtemps qu'on a parlé de cette personne-là. Donc effectivement, on voit que le Parti libéral semble avoir de la difficulté à se renouveler, qui n'est toujours pas de chef officiel. Là, et il n'y en aura pas avant 2025. C'est ce que les membres ont statué. Il n'y aura pas de chef parce qu'on veut se reconstruire une image. On veut trouver des angles pour redéfinir le parti. Parce que là, on s'entend qu'ils sont comme pris de court. Le titre du parti, de l'économie, c'est la CAQ qui l'a. Avant, les libéraux se voyaient comme étant le parti de l'économie. L'enjeu de la séparation du Québec n'est plus sur la table. Avant, on avait comme cet épouvantail-là qui aidait beaucoup les libéraux. On n'a plus ça, on n'a plus l'économie. Les libéraux se cherchent beaucoup une identité. QS arrive et fort à Montréal. Les minorités culturelles sont beaucoup derrière eux. Les anglophones sont de plus en plus vers QS. Les libéraux ont besoin de trouver un angle, trouver une identité. Les partis politiques sont vraiment tous les partis politiques, à l'exception de la CAQ, là, sont très nichés, là, disons-le comme ça. Là. On va avoir certaines régions où est-ce que ces partis-là vont être très, très forts. Puis, bon, avec le système politique, le système démocratique qu'on a ici, c'est pas nécessairement la meilleure des façons pour faire élire un parti.
Puis la manière que c'est fait présentement, ben on n'a pas le choix de le dire, mais ça favorise là, la CAQ. Donc, on a des supporters un petit peu partout au Québec, puis juste assez pour faire élire les représentants dans chaque circonscription. Fait qu'on a le Parti libéral qui va devoir, dans le fond, répondre aux défis de sortir de Montréal, parce que c'est littéralement que là qu'ils sont présentement. Québec solidaire, on a l'impression qu'il y a un plafonnement qui se passe récemment. Il y a eu un vote de confiance pour un des co-porte-parole du parti, donc Gabriel Nadeau-Dubois, qui était dans les alentours de 90%. Nouveau chef, donc autre co-porte-parole, Émilise, qui représente qui représente fièrement l'Abitibi. Mm-hmm. Beau choix. Encore une fois, très stratégique aussi. Là, donc, on avait Christine Labrie et on avait Ruba Gazal qui était à Montréal. Donc, les deux dernières que j'ai parlé qui sont députées présentement. Donc, la seule qui n'était pas députée, c'est Émilise et représente les régions. Donc, un choix qui pourrait être, qui a une certaine stratégie derrière ça. Là. On voit la stratégie derrière ça. Est-ce que ça va payer? Ben là, on va le voir aux prochaines élections. On va voir parce qu'Émilise a quand même déjà été députée. Mm-hmm. Donc, il y a une possibilité de se rendre en région. Puis là, on a une première co-porte-parole qui est dans les régions. Donc, on s'entend qu'on ne peut pas gouverner, on ne peut pas être le gouvernement si on est juste à Montréal. Non. Il faut qu'on aille ailleurs. Bon, d'accord, ils sont à Sherbrooke, ils sont à Québec, mais on s'entend qu'il faut miser ailleurs, il faut aller ailleurs. Ouais. Donc, Émilise Le Centerien peut être la personne de choix pour cette raison-là. Exact. Donc, ce sera à suivre, mais tous les partis qu'on vient d'énumérer là, vont devoir trouver un moyen de sortir de cette fameuse niche-là qui sont là, parce que présentement, là, qu'on soit heureux ou malheureux de ça, la CAQ est encore assez présente. Là. Donc, et assez majoritaire. Assez majoritaire. Ah oui. Puis, ils sont tellement majoritaires qu'ils ont l'air de se permettre certaines choses, dont de laisser de côté des promesses électorales importantes. Le troisième lien. Le troisième lien. C'est quoi ça? Parlons-en du troisième lien. Assez particulier parce que l'histoire du troisième lien, on a l'impression qu'une journée... C'est que sans fin, ça. Ouais. Ça date des années 70-80, on parlait d'un troisième lien, puis ça arrive pas. C'est sûr que la CAQ est arrivée au pouvoir, puis avec la ferme intention, c'était le seul parti vraiment, disons, sérieux dans cette volonté-là de créer un troisième lien pour Québec. Puis ce fameux processus-là, les amène des fois à dire, on doit finalement mettre de côté ce projet-là, on n'en entend plus parler, c'est terminé. On avait ces chiffres-là, ces articles-là qu'on disait, là, on n'en parle plus, c'est fini. Et quelques mois plus tard, c'est la résurrection de cette idée-là, du troisième lien, qui pouvait être un pont, pouvait être un tunnel, pouvait être très variable, toutes sortes d'affaires. Puis on a, à travers tout ça, là, le sujet du troisième lien, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau du transport en commun qui entoure tout ça. Des gros débats qui sont là. Hey, aux États-Unis, les États-Unis, ça bouge. Ça bouge? Ça bouge beaucoup. On arrive là tranquillement pas vite avec des nouvelles élections. On arrive avec... C'est tellement long le processus électoral aux États-Unis. Ça on dirait que tu te fais élire, puis le lendemain, il faut déjà que tu penses à être réélu. Mais j'exagère, mais on s'entend qu'on est quand même un peu là-dedans dans cette dynamique-là qui dure à peu près 2 ans, là, les primaires. Puis c'est un long et lent processus. C'est tellement long, puis on se rend compte qu'on est toujours en élection aux États-Unis. Il y a toujours des élections. Que ce soit au niveau présidentiel, au niveau de la Chambre, partout, il y a toujours des élections, on est toujours en campagne. C'est difficile de suivre ça, quand on est plus ou moins là, en connaissance de cause. Ouais. Donald Trump, qui veut, malgré ses déboires financiers, malgré les accusations partout, avec les accusations en justice, il se présente encore. Ouais. Mais il est fortement en avance du côté républicain. Il y a une raison pourquoi il se représente encore, c'est qu'il a la chance d'être élu, puis qu'il est toujours là, quand même très très haut dans les intentions de vote. Puis c'est souvent ça, hein, aux États-Unis, là, l'affaire qu'il faut penser, c'est on a 2 partis là, principaux, puis les 2 seuls qui pourraient, qui vont être représentés là, au niveau présidentiel. Donc c'est toujours de dire, moi je suis républicain ou moi je suis démocrate. Quelle personne je vais choisir de me représenter pour battre l'autre côté. Fait que c'est pas nécessairement de dire, cette personne-là me rejoint énormément au niveau de ses valeurs, mais est-ce que je peux faire débarquer l'autre côté? Puis c'est souvent là où est-ce qu'on...
on est à court de certaines options. Là. C'est la façon qu'on fonctionne dans le système politique américain, mais qui nous amène, dans le fond, avec cette idée-là, où est-ce que Donald Trump pourrait là, être réélu. Là. Ouais. Mais le chef d'un parti aux États-Unis, l'élection de ce chef-là est peut-être plus importante que l'élection en soi. Ouais. Parce qu'une fois que le chef est choisi... Les jeux sont faits. Hein. Les jeux sont... Oui, une grosse partie des jeux sont faits. Là. Je serais curieux de voir la portion d'indécis une fois qu'on a les deux camps. Mm-hmm. Une fois que, dans les dernières élections, on avait Joe Biden d'un côté, on a Donald Trump de l'autre. C'est quoi la portion de gens qui ont changé d'idée une fois qu'on connaît les deux personnes qui vont s'affronter lors des débats? En même temps, c'est super marketing. Puis, tu sais, aux États-Unis, il y a tellement d'argent qui se brasse avec des élections. Donald Trump se fait arrêter, se fait prendre en photo, photo judiciaire. On a son numéro. Et il va utiliser cette photo-là pour faire une campagne de financement. C'est digne d'une télé-réalité. C'est incroyable. Un ancien président des États-Unis est arrêté et il devient un martyr, en fait. Ouais. Pour certaines personnes, un gros pan de la société américaine, il est un exemple. Très particulier de voir que, techniquement, c'est possible d'être président américain tout en étant arrêté. Donc, tout est possible pour Donald Trump, même si on a cette fameuse photo-là, même si on a cette campagne de financement-là pour cet homme, on pourrait dire milliardaire. Oui, même si on se rend compte qu'il a gonflé beaucoup ses certaines... chiffres. Du côté des médias, ça va pas bien non plus. Là. Du côté des médias, on s'entend qu'on a, si on retourne au Québec, on a TVA qui a congédié plus de 500 personnes cette année. Radio-Canada, quelques semaines plus tard, il va avec environ 600 personnes et qui se voit montrer la porte. On est dans la crise des médias, ça fait des années qu'on le dit. On manque d'argent, on manque de subventions parce que les gens délaissent la télévision traditionnelle, délaissent les journaux papier, se tournent vers Internet. Ouais. Puis les médias, ça fait pas 2 semaines qu'ils le disent, ça fait des années qu'ils disent qu'on s'en va dans un mur. Puis on se dit que c'est dangereux parce que si on n'a plus de médias, l'information, on la trouve où? L'information de qualité. Ces nouvelles-là, on peut les accueillir de plusieurs façons, mais maintenant, là, on parle pas nécessairement de médias locaux, de médias communautaires. On parle des médias les principaux là, au Québec. Donc, c'est eux qui ont de la difficulté, mais on avait de la difficulté au niveau des médias locaux. Et là, à ce moment-là, on était, disons, plus ou moins différents face à ça. On faisait certains efforts là, pour se battre contre les géants, là, les géants du web, pour qu'il y ait du financement. On a vu qu'est-ce que ça a donné, là, ce fameux bras de fer-là entre les géants du web et le gouvernement canadien, entre autres. Là. Nommons-le, le groupe Meta. Oui, le groupe Meta, disons. Le gouvernement du Canada qui a décidé, en fait, qui demandait au groupe Meta de payer à toutes les fois qu'on utilisait un lien pour se rendre sur un média, mettons Radio-Canada. On s'en va voir une page ou un partage qui une redevance qui sont données à ces médias-là pour les soutenir. Ouais. Meta a dit non et a décidé de tout enlever le contenu médiatique de ces plateformes. Et ça fait extrêmement mal. Moi, depuis que c'est arrivé, mon Instagram et mon Facebook sont vraiment pas intéressants. On est rempli de choses qui servent absolument à rien. En fait, on est dans le divertissement à l'état pur. Et du divertissement, parfois là, de bas niveau. Puis c'est bien malgré nous, mais dans notre routine... les réseaux sociaux font partie intégrante de notre routine aujourd'hui. Pour le commun des mortels qui se fiait là-dessus, allait sur les réseaux sociaux, tombait une fois de temps en temps sur un article, une nouvelle, il finissait par s'informer un petit peu. Maintenant, si tu ne te fies qu'aux médias sociaux présentement, c'est terminé. Par contre, tu as vu une panoplie de vox pop sur... quels sont les meilleurs noms pour ton enfant, ton prochain enfant, des choses comme ça. Ton enfant va avoir un très beau nom. Ouais. Ça, donc, on est certain. Donc, présentement, là, on parle des grands médias là, qui font des coupures présentement. Fait que c'est des dommages collatéraux là, face à ça. Là. On a bien l'impression que c'est ça. Là. Fait que les entreprises, là, ces fameux géants du web là, qui font mal maintenant aux grands médias, puis même les médias d'information publics comme Radio-Canada, vont devoir faire certaines coupures. Donc, qu'est-ce qu'on fait là, à ce moment-là? Est-ce qu'on laisse ça aller? Est-ce qu'on laisse la chaîne débarquer ou on doit essayer d'investir un petit peu plus ou faire un bras de fer avec ce média-là qui est très puissant? Là. En fait, l'Australie l'avait essayé, ce bras de fer-là. Puis on a aussi, en fait, l'idée que le Canada, c'est un petit pays en termes de population, mais le monde entier regarde ce qui se passe au Canada avec Meta. Puis la conclusion de cet affrontement-là entre Ottawa
et Meta va être décisif pour les autres pays parce que Tellement. ça risque d'être un modèle qui va être poursuivi si Meta gagne. Il risque de gagner dans plusieurs pays. Si Ottawa gagne, ben, ça risque d'être un peu la même chose. Là où il y a de l'espoir quand même, c'est que Google, qui avait un peu suivi le même pas de Meta, qui s'en allait dans la même direction, s'est assis à la table avec Ottawa et sont arrivés à une entente. Mhm. On arrive avec l'idée que Google va donner 100 millions de dollars par année en argent qui va être distribué entre différents médias. C'est moins que ce que le gouvernement libéral voulait recevoir, mais on est quand même dans quelque chose d'intéressant, 100 millions. C'est eux qui ont fait cette proposition-là, puis ça n'a pas fait l'affaire nécessairement du gouvernement canadien. Fait que, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça, c'est que celui qui décide, c'est les entreprises là, présentement. C'est les grosses poches. Ouais. Donc, que va-t-il se passer? Là, ça va vraiment être à suivre là, pour les prochaines années, parce qu'on parle énormément là, d'un recul global de la démocratie sur la planète. Ah oui. Puis le fait que l'information, dans le fond, devienne de plus en plus marchandisée, là, disons-le comme ça, ben ça fait que on va assister à un plus grand recul. Puis on parle souvent des reculs de démocratie ailleurs dans le monde, mais il y a un recul de la démocratie au Canada présentement. Puis c'est dû, entre autres, à cause de la difficulté à avoir accès à l'information. On devrait demander la solution à ChatGPT. Très bonne idée. Ben, je dis ça comme ça, ben, ChatGPT, c'est un nouveau joueur qui vient d'arriver là, cette année. Là. La manière que je vois ça, c'est ça me fait penser un peu à la course au nucléaire ou la course dans l'espace ailleurs Pourquoi? sur la planète. Ben, en fait, l'intelligence artificielle est toujours à développer présentement. Là. On l'a, puis c'est accessible pour tout le monde, mais ça a tellement des portées là, qu'on a de la difficulté à penser. Et là, chaque gouvernement, chaque pays va investir justement dans ces intelligences-là pour voir où est-ce qu'on peut se rendre et à quel point qu'on peut être puissant avec ça. Fait qu'on a ChatGPT qui est du côté, là, disons, occidental, mais on a aussi d'autres programmes d'intelligence artificielle qui sont financés par les gouvernements chinois. Puis on essaie, dans le fond, le gouvernement chinois, entre autres, puis on essaie, dans le fond, d'avoir une meilleure intelligence artificielle que l'autre côté. Fait que c'est un nouveau joueur qui nous touche au niveau personnel beaucoup. On va lui poser des questions, mais c'est aussi une puissance. Ça va aussi être une ressource là, qui va être à vérifier, qui va être à regarder, ça aussi. Là. Et à encadrer. Parce que là, il y a un Far West. Là. C'est un peu comme l'Internet des années 90. Ouais. On est encore dans un endroit où, puis même aujourd'hui, il n'y a pas tant de règles là, sur Internet. Là, Non. Mais plus qu'à l'époque, ChatGPT n'a encore aucune règle. Jusqu'où on peut aller, c'est quoi les questions qu'on peut poser, qu'est-ce qu'on peut pas poser. Puis à quel point qu'on pourra le réglementer aussi. Ouais, c'est ça va être parce que... Ça reste des compagnies privées. Ben oui. Gabriel, est-ce qu'on détend l'atmosphère un petit peu? Vas-y. Parce que me semble que là, on parle d'intelligence artificielle, on parle de crise des médias. Oui. Ça donne mal à la tête. Ouais. Mais dans le monde du sport, hey, ça va bien à Montréal. Oui, ça va très bien. Le football universitaire. Ouais. L'Université de Montréal qui est champion. On a les Alouettes. Ouais. Le football en général, là, au Québec, là, je reprends les paroles d'un fameux Pierre Vercheval, commentateur sportif à RDS, mais qui dit qu'on est un petit peu le Texas du Canada au niveau du football. Donc, en termes de talent. En d'autres mots, on a beaucoup de talent au Québec. Là, on est dans les équipes professionnelles. Fait qu'il faut faire attention un petit peu. Les Alouettes de Montréal, ce n'est pas que des Québécois qui sont dans l'équipe. Mais au Québec, c'est ça. Le football va très, très bien. Donc, des gagnants un petit peu partout, effectivement. Oui, mais allons-y avec les gagnants. Marc-Antoine, de quoi? Ouais. À la finale. Oui. Discours poignant. Merci à tout le monde. Tout le support. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis tu as parlé en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais. Parce qu'on va rendre ces coupes-là, puis on va ramener à Montréal. On va ramener au Québec. Puis on va ramener chez nous. Parce qu'on est fucking champions. Let's go! Let's go! À part, disons, son discours a été un athlète qui a été très utile pour les Alouettes. A fait énormément de gros jeux. Ça a été un joueur au-delà de son discours à la victoire à la Coupe Grey, là, a été très utile pour l'équipe.
Mais ouais, voilà. Un discours qui a été repris par énormément de... C'est sûr qu'on voit ça dans le bye-bye. C'est sûr. On peut déjà le cocher Ben dans oui. la checklist du bye-bye. Jean-René Dufort, on le sait que tu vas en parler, puis tu vas l'inviter. Ouais, Marc-Antoine Decoy, c'est le mois de novembre. C'est sûr qu'il représente le mois de novembre. Puis il va le dire en criant. Ouais. Mais... Donc, c'est ça. En fait, qui a été pris par beaucoup de groupes souverainistes, séparatistes. Puis évidemment, on va le prendre. Puis, tu sais, ça a été... on avait énormément d'émotions là, du côté de Marc-Antoine, mais il fallait vraiment le remettre en contexte. Parce que là, des gens disaient là, pourquoi gardez-le votre anglais, c'était vraiment fallait le voir au-delà là, de juste Montréal est au Québec, puis au Québec on parle en français. Là, c'était vraiment un non-respect qu'on voyait de la Ligue canadienne de football qui représentait pas assez, dans le fond, le côté francophone. Puis au niveau de l'émotion, évidemment, Marc-Antoine l'a peut-être moins bien formulé. Puis il s'est repris le lendemain en disant je suis pas en train de dire qu'il faut que parler français ou que les Alouettes, c'est une équipe à 100% francophone. Puis lui disait même qu'il parlait anglais la plupart du temps à l'équipe. Donc, c'était à remettre en contexte un petit peu ce discours-là, mais qui a été vraiment divertissant, disons-le comme ça. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, plusieurs joueurs anglophones des Alouettes ont supporté le discours de Marc-Antoine bien avant qu'il reprenne ses paroles, parce qu'il s'est excusé un petit peu. Plusieurs joueurs ont dit « Tu devrais pas t'excuser, t'as raison là-dedans ». Donc, il fallait le relativiser. En parlant de représentativité, on s'en va avec une ligue féminine de hockey professionnelle. Oui, on s'en va. On est là-dedans. Là. Ça commence en janvier, en fait. Oui. Puis, gros mouvement. Puis ça fait longtemps qu'on en parle, puis on a l'impression que ça fait longtemps que ça aurait dû avoir lieu. Donc, on est heureux. On accueille la nouvelle vraiment là, comme il faut. Fait que ce que ça veut dire présentement, c'est que là, on a un soutien financier. Puis, souvent, l'argent, c'est important. Puis c'est vraiment important pour elles. Donc maintenant, les femmes peuvent pratiquer ce sport-là sans avoir à avoir un autre emploi. Donc, va avoir un salaire moyen là, dans les 50 000 $ américains pour chaque équipe. Fait que c'est vraiment bon. C'est mieux que ce que c'était avant. Maintenant, le travail de la population, c'est de supporter cette ligue-là. Parce que ça va avec l'offre et la demande. Plus qu'il va y avoir une demande du côté des partisans, plus que les salaires vont augmenter. Parce qu'on s'entend que si on compare... avec les hommes au hockey, on s'entend qu'on est dans deux mondes. Là, puis on s'entend est-ce qu'on avait pu commencer avec des salaires égaux à ça pour les femmes? Non, parce que la demande n'est pas encore présente au niveau des partisans. Non. Puis là, le levier qu'on vient de créer présentement, c'est un levier que les fans de sport en général devraient utiliser pour supporter cette ligue-là. Là. C'est vraiment un bon mouvement. Là. Donc, félicitations. Puis allons voir un match, Félix, ensemble. Oui. Il y a l'équipe à Montréal. Oui, c'est à côté. Qui n'a toujours pas de nom officiel. Non, ça sent rien. Si on allait dans les arts. Ouais. Je m'appelle Louis-José Houd. J'anime le gala de la disque pour une 18e et dernière année. Oui. Louis-José Houd qui vient de terminer son 18e et dernier gala de la disque. Moi, j'ai peut-être un peu peur de la suite. OK. Explique-moi pourquoi. Parce que on peut penser à des galas comme les Oscars. C'est de moins en moins suivi, c'est de moins en moins écouté. On voit la même chose qui arrive au Québec avec le cinéma, avec la télévision, avec la musique aussi. Une grosse partie des gens qui écoutaient la disque en direct, c'était pour écouter Louis-José Houd. Il part. Wow. Ça va être quoi l'année prochaine? T'sais, il va y avoir quelqu'un qui va remplacer, qui va souvent faire un bon job. Ouais. Mais on repart d'une certaine façon de zéro. Là, ça peut devenir peut-être un peu casse-cou. Ouais. C'était Louis-José Houd, dans le fond, était synonyme de ce gars-là. Donc, il va falloir chausser des grandes bottes. Tout n'est pas sombre. On s'entend qu'au Québec, puis dans le monde au complet, là, la scène du rap est en effervescence quand même. Oui. Puis on n'en parle pas nécessairement beaucoup, mais tranquillement, pas vite, les gens doivent en parler parce qu'on en écoute. Les gens en écoutent énormément. Donc, effectivement, c'est de plus en plus présent. On a des rappeurs qui vont se rendre ailleurs qu'au Québec, qui vont aller partout dans la francophonie. Donc, on
On peut penser à Loud, on peut penser à Impost aussi, on peut tous ces artistes-là qui se rendent pour faire des spectacles en Europe. Donc, ça grandit. Puis, il est temps, en fait, que la scène québécoise les accueille un petit peu plus, puis qu'on les voit un petit peu plus sur, que ce soit à la télévision, dans les shows de variété ou des choses comme ça. On en a quelques-uns dramatiques qui se présentent quelquefois, là, entre autres. Puis quelques artistes qui vont même faire des shows de télévision. On peut penser à Soulja qui est là-dedans aussi. Donc, ça grandit. Ça grandit. Yes McCann avec Fugueuse. Yes McCann avec Fugueuse. Qui est maintenant rendu sur Netflix. Oui. Ouais. Ouais, il a reçu son chèque. Je sais pas si tu l'as vu. Une vingtaine de dollars. 26 $, je pense. Ouais. On va s'en aller là-dedans. Lâchons l'enseignement puis allons sur Netflix, c'est bien plus payant. 26 $ pour un projet qui a duré des mois. Ouais. Rôle principal sur soi, 26 $. Il a très bien bâti cette vidéo-là, parce que je m'attendais à un énorme chèque, moi aussi, mais finalement, 25 $. Faudrait voir comment ça fonctionne, tout ça. Ouais. Côté moins Jojo, ouais. On a des grands disparus cette année. Ouais. Carl Tremblay, Cowboy Fringant. Pas le choix d'en parler. Pas le choix d'en parler. C'est... je pense que ça en a surpris plus d'un. Les Cowboys Fringants allaient chercher un certain auditoire là, quand même. Mais ceux qui faisaient pas partie de cet auditoire-là s'est rendu compte à quel point que le groupe a touché là, plus d'une génération, que ce soit politique, au niveau que ce soit environnemental, puis même au niveau social. Là, on a, puis je le dis de façon très personnelle, mais on a l'impression que Carl Tremblay puis tous les membres des Cowboys Fringants, c'est des amis. On a l'impression de les connaître, alors qu'on les a jamais rencontrés. Non, jamais rencontrés. Seulement à des spectacles, mais c'est facile de demander à quelqu'un combien de fois tu as vu les Cowboys Fringants, puis c'est souvent... Là, un chiffre impressionnant quand même. À plusieurs reprises, c'est ça, effectivement. Fait que, le Québec a été en deuil. Funérailles, pas funérailles. Hommage national, les drapeaux en berne. Puis c'est tout en son honneur. Là. C'était à 1000% mérité. Moi, je le dis comme ça, mais les Cowboys Fringants, je les écoutais quand j'étais au primaire. Puis là, vous allez pouvoir deviner mon âge avec ça. Là, mais, la grande messe. Mais puis ce sont eux, dans le fond, qui nous ont amenés à parler de la cause environnementale. Parce que dans les années 2000, c'était pas nécessairement... le sujet le plus important. C'était pas cool de parler d'environnement. Non. Puis eux, j'ai l'impression que ça a été les précurseurs de ça. Puis, au Québec. Puis qui a amené cette nouvelle génération-là à parler de cet enjeu-là, qui est l'environnement. Donc, dans les premiers lieux qui étaient les Cowboys Fringants qui étaient énormément engagés, puis qui l'ont toujours été. Mais avec le temps, c'est ça, ils se sont bâtis à travers nous. Tous les événements de la vie, là, la crise de la trentaine, payer son hypothèque, voilà, l'environnement, la politique, toutes les politiques aériennes qui se passent, puis tout ça. Donc, ça a été, c'est un très gros morceau qui a quitté le Québec cette année. Mais on lui a fait un hommage là, vraiment à sa grandeur. Là. Puis le cinéma aussi a connu un départ. Ouais. Michel Côté. Michel Côté, probablement l'un des acteurs les plus aimés de sa génération, là, qui a beaucoup marqué par ses rôles. Là. Pour l'autre génération qui écoutait peut-être pas les Cowboys Fringants, disons, un petit peu plus vieille, un petit peu peut-être. Plus âgé, mais oui. Moi c'est pour ma part, c'est les Cruising Bars qui ont été... oui. Évidemment, là, c'est ses plus grands succès. De père en flic? De père en flic. Avec qui déjà? Louis-José Hood. Ouais. Voilà. Ouais. C'est dit. Donc, c'était un acteur qui avait décidé de prendre sa retraite. En fait, il était rendu à sa retraite. Là. Peut-être qu'il se savait déjà malade, puis au lieu de dire « j'ai un cancer », s'est retiré de la vie publique là, volontairement. Volontairement. Là. Il avait dit que, à moins qu'il y ait un concept super incroyable, je vais tout refuser, c'est terminé, je me retire. C'était probablement pour suivre des traitements ou quoi que ce soit, quelque chose du genre. Là. Ouais. Les gros films de l'année, on pourrait terminer avec ça. Ben écoute, vas-y, on peut prendre... Il y en a deux, hein? Deux films... Deux films majeurs. Un grand contraste entre ces deux contraste. Ouais. Barbie, ouais. Oppenheimer. Ouais. Et as-tu vu un des deux films? Écoute, j'ai vu Oppenheimer. OK. Malheureusement, c'est sur ma liste, Barbie. Fait que, mais grâce à toi, d'ailleurs, là, je dois l'écouter à cause de toi. Mais oui, Oppenheimer, j'ai eu l'occasion de l'écouter très tard, un samedi soir. Je savais pas que c'était environ 3 heures, ce film-là. Tu t'es engagé sans le savoir pour un très long moment. Grand film de 3 heures qui parle justement de cette course au nucléaire. De la bombe,
Puis ça amène, on l'amène souvent comme ça, mais comme un enjeu, une question éthique, là, à savoir est-ce qu'on aurait dû créer ça, puis est-ce qu'on doit le créer en sachant très bien qu'on va l'utiliser pour tuer des gens. Donc ça nous ramène, c'est ça, à se poser d'autres questions, puis c'est à la mode un petit peu aussi de revenir dans le temps. Donc des films... Des films dans les années 1900. Là, c'est très à la mode, ça. Donc, très bon film. Mais, Christopher Nolan aussi, on se trompe rarement. Ils sont plus sobres aussi. On sait pas que si on y va avec un film comme Batman, on est vraiment ailleurs, Interstellar. Là, on est dans un film plus biopic. Ouais. On remarque vraiment la signature... la signature de l'auteur là-dessus. Là. Un peu comme, je dirais, les films de Tarantino aussi, là, où est-ce qu'on s'attend à voir ce genre de... Il y a des codes que tu vas reconnaître. Ces genres de codes-là. Donc, effectivement, c'était le cas. Mais je pense que ça se prêtait bien, dans le fond, au sujet du film. Là. Donc, très bien réussi. Seul conseil, ne pas l'écouter à 10h le soir, parce qu'on sort à... Plus difficile. On sort tard. Difficile. Ouais. T'as parlé de Barbie. Vas-y avec Barbie. Je t'ai vendu l'idée de voir Barbie, mais je vais faire mon meilleur coup de pas, je l'ai pas encore vu. Mais je te l'ai vendu, je suis un bon vendeur. Ok, ben oui, vraiment. Mais les critiques sont pas mal unanimes. Là. C'est un très bon film, très très engagé. Puis bon, on détourne, il y a des angles où est-ce qu'on... Je parle à travers mon chapeau. Là, il y a des angles où est-ce qu'on pense qu'on va aller, puis finalement on n'ira pas là. C'est un film qui reste grand public, mais qui reste très, très, très drôle. Puis beaucoup de références. C'est vrai que dès que tu as joué un peu avec Barbie ou que tu as connu un peu cet univers-là, il y a énormément de jouets qui sont remis de l'avant. Puis moi, je suis sûr que Barbie et Mattel vont faire une espèce d'univers à la Marvel. Pour vrai, je suis convaincu que ça va arriver. On va avoir plusieurs jouets Mattel qui vont s'intégrer. Pourquoi pas? Grosse prédiction. Quand il y a de l'argent à faire, il y a de l'argent à faire, puis Barbie en a fait. Mais très d'actualité, parce que c'est un gros défi, je pense, moi, de renouveler une image qui est Barbie. Là, donc, la fameuse image ultra genrée là, de la femme, cheveux longs, blonds, mince et tout ça, et Ken avec bronzé, chemise et... un six-pack, des abdominaux, tout ça. Donc, on a réussi à le renouveler différemment, puis on l'a bien fait, donc avec le monde d'aujourd'hui. Donc, une femme peut faire autre chose que seulement avoir un physique qui attire les gens, par exemple. Là. Donc, allons le voir. Allons le voir. On va faire ça. Je sais pas s'il est encore ce débat. Non, on va... il doit être sur une plateforme à quelque part. On s'en va faire ça. Bon, je pense que ça fait le tour de l'actualité 2023. On se revoit l'année prochaine pour l'actualité 2024. Merci, Félix.